Bonsoir à tous et bienvenue. Dans votre 19h ce soir, nous reviendrons sur cette vaste opération policière qui s'est déroulée à Kaweni ce mercredi matin. Une action dans le but de démanteler un trafic de chiens de combat. De nombreuses interpellations ont été enregistrées lors de cette intervention. Les précisions au cours de cette édition. Merci de nous accompagner durant cette demi-heure d'information. Voici les titres de votre JTM. 27 personnes interpellées, une dizaine de chiens récupérés. Tel est le bilan de l'opération de police qui a eu lieu ce matin à Kaweni. Elle fait notamment suite à des actes de délinquance perpétrés la semaine dernière et qui ont fait plusieurs blessés du côté des fonctionnaires de police. Les explications en ouverture de votre journal. Aujourd'hui, 3 personnes étaient convoquées au tribunal de grande instance pour se justifier suite à des propos postés sur les réseaux sociaux et jugés injurieux à l'encontre d'une magistrate. Le procès a été renvoyé en janvier prochain, mais l'un des avocats de la défense a vivement réagi face à une affaire qui fait beaucoup parler d'elle. Encore trop souvent sous-estimées par certains employeurs, les personnes en situation de handicap peinent à trouver un emploi. Comme chaque année, la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap vise à trouver des solutions aux problématiques rencontrées. Dans ce cadre, et pour la première fois à Mayotte, ce matin, un job dating a été organisé. Reportage. Direction Kaweni pour débuter cette édition où un démantèlement de trafic de chiens dit demi-sauvage a été mené. Une soixantaine de policiers municipaux et nationaux étaient mobilisés dans le cadre de cette opération. Une intervention, une vingtaine de personnes en situation irrégulière a été interpellée. Bastien Sabouré, Abbas Alidi. Grosse opération de police ce matin à Kaweni. La semaine dernière, 5 policiers de la BAC ont été caillassés et blessés lors d'une mission de protection des établissements scolaires dans le quartier de Bandrajou. La réaction des forces de l'ordre ne s'est pas fait attendre. Une première opération de reprise de terrain a lieu ce matin, dès 7h à Bandrajou. Nous avons engagé une cinquantaine de policiers, ce qui a permis l'interpellation de 27 personnes présumées en situation irrégulière, 27 personnes qui vont être traitées par la police de l'air et des frontières, donc conduites au CRA. Une deuxième opération a ensuite eu lieu dans le secteur de Mangatélé. Un conteneur a été enlevé. Celui-ci abritait des délinquants et des chiens par dizaines, selon la police. Si certains chiens se sont enfuis, plusieurs ont été récupérés et placés en chenil par les hommes en bleu. On a couru un petit peu dans les bangas sur certains objectifs et donc sans incident notoire. Donc pour l'instant, 2 chiens adultes et 3 chiots ont été récupérés. D'autres se sont enfuis et nous avons donc procédé à l'enlèvement de ce fameux container. Nous avons une réelle problématique avec ces chiens à demi sauvages qui sont souvent utilisés par les délinquants pour terroriser les populations, notamment la nuit, et commettre des agressions. Ces chiens en journée sont parqués dans des conditions innommables dans des chenils clandestins. Ce matin, nous avions identifié 2 chenils, ce qui nous a permis la capture d'une dizaine de chiens. Les chiens dressés pour le combat sont un véritable fléau à Kaweni. 100 à 150 chiens posent actuellement problème, d'après la police. La mairie de Mamoudzou et le bureau de partenariat prévention de la police nationale ont souhaité une action forte ce matin afin de redonner confiance à la population. Et pour certains habitants du quartier, la présence des forces de l'ordre est vue d'un très bon œil. Je suis content quoi, franchement je suis content que la police a débarqué ici, a fait sortir tous les chiens quoi. Et Kaweni c'est village numéro 1 quoi. L'électricité a commencé par ici quoi. Moi aujourd'hui je suis un exemplaire, je n'aimerais pas voir mes frères aujourd'hui amener les chiens. Non, ça c'est fini quoi. Il faut révolter quoi. Nous ici Kaweni, nous avons besoin de révolter quoi. Nous avons besoin de réussir à nous trouver quoi. On n'a pas besoin de voir des chiens ici, des gens mauvais ici quoi. Des gens mauvais ici, non, il faut appeler la police directe quoi. 27 interpellations de personnes en ILE, infractions sur la loi sur les étrangers, ont également eu lieu. Entre l'intervention de la PAF, la police municipale et nationale, ce sont 60 fonctionnaires de police qui ont été mobilisés dans la matinée. Parmi l'ensemble de mesures concrètes que nous avons mises en application depuis la rentrée,
c'est notamment cette cartographie actualisée de la délinquance. J'entends par là que toutes les 24 heures, elle est alimentée, elle nous permet un suivi en temps réel des faits constatés. Et ensuite, nous pouvons orienter nos patrouilles, nous pouvons mettre l'effort sur un secteur urbain particulier avec l'ensemble de nos forces pour justement prévenir et dissuader les actes de délinquance. Le lycée professionnel a dû fermer ses portes plus tôt vendredi pour cause d'insécurité d'après la police. Cette dernière s'engage activement dans la défense des établissements scolaires. 10 chiens ont été recueillis par l'association Gueule d'Amour aujourd'hui. 2 sont adoptables et cherchent activement une famille d'accueil. Vous avez 7 jours pour passer au refuge. Passé ce délai légal, ils seront euthanasiés. Oui, en parlant de lutte contre les trafics, le directeur général adjoint des douanes au niveau national est actuellement à Mayotte. Un directeur qui n'est pas venu les valises vides. Invité de la matinale de Kwezi ce mercredi, Jean-Michel Tillier a annoncé que de nouveaux moyens allaient être alloués prochainement dans le département. De nouvelles ressources pour lutter plus efficacement contre les trafics. Des travaux ont d'ores et déjà débuté à l'aéroport de Pamandzi notamment, qui sera prochainement doté d'une machine à rayon X. On l'écoute. En matière de lutte contre la fraude, il y a des trafics de cigarettes. On participe à la lutte contre l'immigration clandestine. Et pour ça, faut donner des moyens. Donc, il y a un certain nombre de moyens qui vont arriver d'ailleurs en début d'année. Un maître chien qui va arriver. J'ai vu le chien pas plus tard qu'hier, un chiot encore. Il va aller se former à La Rochelle et il sera opérationnel, je pense, vers le mois d'avril. Et puis il y a les travaux commencent, je crois, c'est la semaine prochaine. Il y a un appareil à rayon X qui va être installé à l'aéroport. Et ça c'est quelque chose, c'est une aide absolument importante pour les services. Ça veut dire que les bagages, systématiquement, ils vont passer au rayon X ? Pas systématiquement, parce que le travail du douanier, c'est toujours un travail de ciblage. C'est-à-dire que on n'a pas le temps, et puis c'est pas utile de passer tous les bagages aux chiens, de les montrer aux chiens ou les passer dans un RX. On fait toujours un travail de sélection. C'est le principe du travail du douanier, c'est faire une sélection sur les voyageurs, faire une sélection sur des conteneurs, sur des colis qui arrivent dans un avion. Propos recueillis lors de la matinale de Kwezi. En justice, à présent, l'audience de l'affaire des outrages à magistrats a finalement été renvoyée au mois de janvier prochain. Près d'une soixantaine d'individus sont convoqués dans le cadre de ce procès. Ce matin, 3 personnes se sont tout de même présentées au tribunal de grande instance de Mamoudzou. Des prévenus venus s'expliquer sur des propos tenus sur les réseaux sociaux à l'encontre d'une magistrate. Le point dans ce reportage. Ce devait être l'audience de la journée, mais il faudra patienter. L'affaire pour outrage à magistrat est finalement reportée au 17 janvier prochain. Un procès renvoyé à la demande de la défense. Nous n'avions pas encore reçu copie de la procédure et nous estimions que pour défendre nos clients, nous devions évidemment étudier le dossier. On nous a proposé, assez étrangement, d'étudier ce dossier pendant l'audience, ce que nous avons évidemment refusé. On ne prépare pas une défense sur un bout de table. Ce mercredi, 3 prévenus étaient appelés à la barre du tribunal de grande instance. Des accusés qui, au mois d'octobre dernier, avaient vivement critiqué une magistrate sur les réseaux sociaux. Des propos jugés aujourd'hui d'injurieux. Ce qui nous a semblé regrettable dans ce dossier, c'est que la justice, et nos clients sont notamment poursuivis pour avoir critiqué des décisions de justice, la justice s'expose à de nouvelles critiques. Tout d'abord, par rapport aux affaires classiques, des cambriolages, des agressions, les délais d'audiencement sont extrêmement courts. Nous avons eu des faits qui remontent à mi-octobre et une convocation le 15 novembre, moins d'un mois. C'est génial, la justice va très vite. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'elle va très vite uniquement dans certains dossiers. Une justice à 2 vitesses dans le département, la question se pose, tout comme son impartialité dans le cadre de cette affaire. Est-ce que des juges qui travaillent avec d'autres magistrats tous les jours peuvent juger ces magistrats tout en restant impartiaux? C'est la question, je pense, que nous poserons à la prochaine audience. Le temps sera suffisant pour étudier ce dossier. Pour le coup, nous avons un renvoi à 2 mois, ce qui est largement suffisant pour étudier le dossier, soulever les éventuelles nullités. Mais comme je vous le dis, je pense qu'en janvier prochain, il y aura peut-être des demandes de ce qu'on appelle dépaysement pour que le dossier soit jugé dans un autre tribunal avec des magistrats qui ont un plus faible lien avec les magistrats qui sont dans ce dossier.
Contacté, le procureur de la République estime le renvoi de ce procès normal. Le feuilleton se poursuit donc. Dans le cadre de cette affaire, les prévenus risquent jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. C'est effectivement renvoyé au mois de janvier prochain. Bonsoir Père Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui dans le département d'une justice à 2 vitesses ? Écoutez, en tout cas, on peut parler pour cette affaire d'une justice très très rapide parce que, comme ça a été souligné dans le reportage par l'avocat de la défense, enfin en tout cas l'un des avocats d'un prévenu, ça a été très très rapide, 1 mois pour traiter l'affaire, sachant qu'il y a eu un très gros travail mené derrière puisqu'il y a eu beaucoup de commentaires. On se souvient de cette affaire d'un braqueur qui a été interpellé puis qui a été relâché par une magistrate qui était d'astreinte, qui n'était pas au tribunal au moment des faits, mais qui a expliqué qu'elle l'a fait pour les besoins de l'enquête, voilà, parce que effectivement il avait coopéré et qu'il a permis notamment à d'autres arrestations. Forcément, ça a suscité beaucoup de colère et des réactions très vives, des réactions déplacées, parfois effectivement qui sont allées jusqu'à l'injure. Je crois que derrière cette affaire, effectivement, il y a aussi les réseaux sociaux, la problématique des réseaux sociaux, de la liberté d'expression et j'allais dire, la barrière entre liberté d'expression et effectivement infraction par rapport à la loi. Justement, on parle de démocratie, de liberté d'expression. Où situer la limite dans ce cas-là ? Mais écoutez, c'est la loi qui le fait, c'est la justice. Alors la problématique, c'est que là, on attaque la justice et c'est ce qu'il expliquait. Il souhaite, les avocats, il y a également le député Mansour Kamardine qui défend l'un des prévenus, il souhaite que ça ne soit pas jugé à Mayotte. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une proximité entre les magistrats, entre les juges. Il s'agit d'une juge des libertés de la détention qui a été insultée. Forcément, ils sont collègues et c'est compliqué. Donc, ils veulent que l'affaire aille notamment à la Réunion pour que les juges soient tout à fait impartiaux. Alors après, les juges sont censés être impartiaux, mais voilà, ce sont aussi des êtres humains et il y a des risques pour que la justice ne soit pas faite vraiment en bonne et due forme. Donc effectivement, il y a ce côté-là et puis il y a effectivement ce côté liberté d'expression. Jusqu'où peut-on aller ? Il y a des règles, notamment en ce qui concerne les représentants des autorités, que ça soit le législatif, l'exécutif. Il y a forcément des lois et on ne peut pas s'y soustraire. Maintenant, effectivement, ça choque. Ça choque, pourquoi ? Parce que dans cette affaire, finalement, il y a un braqueur qui est relâché et d'autres qui estiment avoir effectivement dit des insultes, enfin commenté avec des insultes, mais ils estiment que c'est minime par rapport à ce qui s'est passé. De son côté, la justice a voulu taper du poing sur la table et dire attention, nous représentons l'État, nous sommes un pouvoir, l'un des 3 pouvoirs, nous sommes le pouvoir judiciaire et on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas insulter un magistrat. C'est effectivement c'est passible d'1 an d'emprisonnement, de 15 000 € d'amende, donc c'est pas rien quand même. Et là, c'est clair que la justice ne va pas lésiner avec ça. Elle risque d'être très ferme. Maintenant, on comprend la colère de ces personnes qui eux-mêmes, au moment où ils se sont exprimés, étaient sous le coup, effectivement, de l'émotion. Et puis peut-être qu'il y a des mots qui ont dépassé la pensée. On le voit sur les réseaux sociaux que il y a sans cesse des insultes, il y a sans cesse des conflits entre les uns et les autres, et c'est vraiment devenu un défouloir. C'est dangereux, effectivement, je pense que il faut poser des limites. Maintenant, effectivement, c'est aussi compréhensible que d'un autre côté, cette affaire, elle ait fait grand bruit parce que effectivement, il y a des citoyens qui dans le contexte de Mayotte, ont exprimé des émotions, et tout de suite, la justice avec eux n'a pas été souple. Elle a vraiment tout de suite déjà investi un grand dossier parce que vraiment, il a fallu rechercher aussi les personnes derrière les profils. On sait que souvent, il y a beaucoup de faux profils sur les réseaux sociaux et c'est allé très très vite. Donc, il y a eu beaucoup de moyens de mis. Et ça aussi, ça pose question et ça pose problème pour une partie de la population. Les suites de cette affaire dès le mois de janvier prochain. Merci Pierre pour toutes ces précisions. En aménagement territorial, direction Koungou à présent s'est tenu cet après-midi un séminaire sur le développement de la zone stratégique de Longoni. La commune s'est engagée à mener avec les services de l'État une étude sur le développement futur du village portuaire au programme logement, complexe sportif ou encore lycée professionnel des métiers du bâtiment. La première étape a permis de présenter ce projet aux différents acteurs qui seront amenés à le faire éclore. Le projet avec Bastien Sabouré, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet.
Qui a dit qu'il n'existait aucun projet d'envergure sur le territoire? Certainement pas le maire de Koungou, Hassani Bamkolo Sindou, qui a réuni cet après-midi différents acteurs afin de dessiner le futur visage de la zone stratégique de Longoni. En fait, aujourd'hui, c'est une présentation d'un grand projet qui va se produire dans la commune de Koungou. Dans le secteur de Longoni, il y a un projet d'une ZAC, une grande ZAC, zone d'aménagement concertée, en gros. Et puis, dans cette ZAC, il va y avoir un grand projet d'un lycée qui va se produire aussi dans ce secteur-là. C'est pour ça qu'on est là à vouloir travailler techniquement sur ce projet du lycée dans le secteur entre la commune de Bandabois et Koungou. Le premier projet d'implantation du lycée date de 2010. Depuis plusieurs années, le vice-rectorat tente que ce projet de création d'un établissement dédié au métier du bâtiment voit le jour sur le territoire. On sera sur un lycée polyvalent, c'est-à-dire que nous aurons des formations qui seront à la fois générales, technologiques et professionnelles, mais aussi un lycée qui permettra d'avoir une restauration à l'interne et puis d'avoir un internat de 110 places. Et puis ce sera dans sa conception un établissement qui, outre le fait qu'il respectera toutes les normes environnementales et qu'il essaiera d'être exemplaire sur le plan de l'utilisation de l'énergie, c'est aussi un établissement qui du coup permettra une mixité de public avec de la formation initiale avec nos jeunes élèves, mais aussi de la formation par apprentissage, de la formation en lien avec des entreprises, puisque certaines entreprises pourraient venir avec nous aider sur la construction et bénéficier ensuite de ces locaux pour la formation continue de leur personnel salarié. Au-delà de cet établissement scolaire, d'autres grands projets sont à l'étude afin de développer une zone actuellement réservée quasi exclusivement au travail. L'idée est venue, le projet il est venu pour désengorger les routes de Mayotte et que, à savoir que l'économie s'est installée, c'est le port d'ailleurs qui s'est installé dans la zone de Longoni. L'idée c'est de pouvoir loger une bonne partie des gens qui travaillent dans le secteur portier dans la commune de Koungou, notamment dans le secteur de leur emploi. L'idée est venue comme ça. Puis, bien sûr, c'est une zone qu'il faut tout aménager. Il va y avoir, bien sûr, ce lycée-là. Il y aura des commerces, il y aura des logements, il y aura des complexes sportifs, il y aura de tout. En gros, c'est une zone, c'est carrément un village qui va se créer avec tout ce qui suit pour le bien-être des citoyens. Cette première réunion en appelle d'autres dans les prochains mois. L'objectif est de repenser Longoni et d'en faire dans un futur proche une zone d'aménagement concertée offrant à la population un meilleur cadre de vie. Et autre séminaire cette semaine dans le département, celui de la prévention des risques professionnels dans la fonction publique territoriale. Une conférence qui se déroulera ce jeudi matin au conseil départemental. Présentation de ce colloque avec Mendy Swalihi, place à l'invité de la rédaction. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bienvenue dans ce 19h. Alors je vous présente, vous êtes psychologue, clinicien ergonome, responsable service, conditions du travail au centre de la gestion de la FPT, à savoir la fonction publique territoriale. Quelle est la mission de votre établissement tout d'abord? Le centre de gestion donc, de la fonction publique territoriale donc, apporte un appui au travers donc, de missions obligatoires ou optionnelles donc, aux collectivités territoriales, donc les mairies, etc., le SIAM. Et donc au travers donc, des missions facultatives obligatoires plutôt, donc on leur apporte donc des soutiens au niveau de l'organisation des concours, de la fonction publique territoriale, un appui aux ressources humaines, la médecine préventive donc qui est elle aussi obligatoire, donc les agents donc les visites médicales obligatoires. Et au CDG, on trouve aussi donc le service conditions de travail qui est rattaché aussi à la médecine préventive. Et donc là, c'est des missions optionnelles qu'on offre aux collectivités, donc des missions d'évaluation des risques. Justement, demain, vous organisez une journée à l'hémicycle Younoussa Bamana à partir de 9h, justement, sur les risques de prévention, sur les préventions contre les risques, justement. Quel sera l'objectif ?
L'objet, c'est de sensibiliser. Donc, il y a la mise en place donc, du Code du travail. Nous avons estimé au centre de gestion qu'il fallait absolument qu'on accompagne les collectivités au travers justement de ces évolutions-là, et notamment donc du Code du travail qui exige absolument donc que l'on fasse attention donc à la santé et la sécurité des agents. Et de quelle manière on peut prévenir ces risques ? Au travers de diagnostics, on va sur le terrain, nous analysons donc les situations de travail des agents de la fonction publique, donc aussi bien les cadres, etc., que les agents, toutes catégories. Nous analysons donc leurs conditions de travail et nous en dégageons justement les problématiques qui induisent une souffrance au travail, qu'elle soit d'ordre physique, psychique ou mental. Et quels sont les risques auxquels justement les agents peuvent être confrontés au quotidien ? Ici à Mayotte, on retrouve beaucoup donc ce qu'on appelle nous dans le jargon du métier des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire le corps justement qui est mis en jeu au travers du travail. Et donc du coup, on va retrouver une fatigue physique, c'est-à-dire des muscles justement qui sont souvent sollicités dans le travail répétitif, etc. Et donc une usure prématurée. Donc musculaire, donc on parle de troubles musculo-squelettiques, les maux de dos, les lombalgies, etc. Mais d'autre part, on parle aussi donc de risques psychosociaux. On va retrouver des phénomènes de stress, de burn-out au travail, de harcèlement aussi parfois. Et de quelle manière le code de travail peut protéger justement ces risques-là ? En incitant justement les maires, donc les chefs d'établissement, à mettre en place donc une évaluation justement de ces risques-là au travers donc de ce qu'on appelle un document unique d'évaluation des risques professionnels. Et donc c'est nous qui réalisons ce document unique, et à partir de ce document unique, nous dégageons un diagnostic et nous essayons justement par la suite avec les instances qui décident de pouvoir justement trouver des solutions, et donc nous proposons des préconisations pour sortir justement d'une sphère. Et quel rôle doit avoir justement l'élu, à savoir l'employeur, vis-à-vis de ses agents qui sont les employés ? Plutôt, donc, comme je le disais, donc, nous comptons beaucoup parce que c'est l'instance décisionnelle quelque part, donc l'élu. Donc il oriente, c'est lui qui prend les décisions. Donc à partir de là, il peut appuyer notre intervention, donc au travers donc des DGS, des directions des ressources humaines, etc. Donc nous avons besoin donc des décideurs pour qu'ils puissent appuyer notre action et l'on puisse déboucher sur des actions concrètes en termes de transformation et de solutions. Ils ont une responsabilité juridique, ces élus, justement. Ils ont une responsabilité juridique, tout à fait, et c'est bien pour ça que nous organisons ce séminaire demain, pour rappeler aux uns et aux autres leurs obligations, mais donc leurs droits, leurs devoirs, bien sûr, et aussi leurs obligations. Alors c'est un colloque qui sera ouvert uniquement aux élus, DGS, à la direction des services administratifs, ou également aux agents? Il est ouvert à l'ensemble de ces personnes que vous avez citées, et plus particulièrement, nous aurions aimé donc avoir l'ensemble des élus, des collectivités présents. Donc maintenant, nous savons que c'est très difficile d'avoir des élus, mais nous comptons beaucoup donc sur les DGS qui peuvent justement eux aussi donc impulser cette dynamique de prévention des risques, et puis donc que les élus puissent justement accompagner et favoriser le déploiement de nos actions. L'application du Code de travail national sera applicable dès le 1er janvier 2018, donc ce genre de colloque, c'est important. C'est très important, effectivement, et c'est pour ça que nous avons souhaité le mettre en novembre, justement parce que nous sommes à l'échéance presque, en 2018, et justement pour pouvoir bien appuyer, bien rappeler justement aux élus qu'il est temps de se mettre à la page en termes de santé et sécurité au travail dans le département. On rappelle, ce colloque aura lieu demain matin, à partir de 9h au conseil départemental. Ça aura lieu jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 15h, avec différents intervenants. Donc il y aura la DIEC, il y aura donc le médecin préventeur du département, le docteur Aben, qui sera là. Nous aurons le CNFPT qui nous apporte aussi son soutien en termes de formation, etc. Donc le centre de gestion, en l'occurrence moi, qui présentera justement toutes ces formes de maladies dont je vous ai parlé. Et puis l'association, il y a une association de préventeurs aussi ici, et la caisse de sécurité sociale qui interviendra aussi en termes de statistiques, etc., d'accidents du travail, de maladies professionnelles dans le département. Merci Mendy Swali pour cette présentation, et également d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du travail au centre de gestion de la FPT, fonction publique territoriale. Merci à vous. Merci à vous. 19h et bientôt 27 minutes sur KTV. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité locale dans les brèves de Pierre Bellucci, Leslie Vimenet.
Le bulletin lié à l'activité de la prochaine saison cyclonique vient d'être publié par les services de Météo France. Le scénario le plus probable fait ainsi état d'une saison plutôt inférieure à la normale ou proche de la normale sur l'ensemble du bassin cyclonique du sud-ouest de l'océan Indien. Météo France estime avec une probabilité de 70% que la saison va connaître entre 7 et 10 systèmes, tempêtes et cyclones, dont la moitié pourrait atteindre le stade de cyclone tropical. Cette activité cyclonique devrait plutôt se concentrer dans la moitié ouest du bassin et sera par ailleurs supérieure à celle des 2 dernières années qui ont été très inférieures à la normale. Les terres habitées de la zone allant des côtes est africaines, notamment nord Mozambique, Tanzanie, jusqu'aux îles des Mascareignes, en passant par Madagascar, les Comores et Mayotte, peuvent ainsi s'attendre à une saison chaude, plus pluvieuse qu'à l'accoutumée, accompagnée d'un risque accru de fortes pluies. Le cinéma Alpad Jaune est actuellement plus en mesure de projeter des films. Selon le conseil départemental, les 18 haut-parleurs qui permettent la diffusion correcte du son dans la salle de cinéma se sont éteints au niveau du circuit des aigus et du circuit de base. Les images des films peuvent défiler, mais il est impossible d'entendre les sons distinctement et par conséquent de suivre les conversations des films, de comprendre les dialogues. Le problème peut être résolu par le remplacement immédiat du matériel défectueux, mais la commande en cours ne peut s'effectuer qu'auprès de fournisseurs extérieurs. Pendant cette période de non-diffusion de films, il est précisé que la salle de cinéma continuera à accueillir les réunions, séminaires, conférences prévues ne nécessitant pas de projection vidéographique. Pour l'heure, aucun délai de reprise des séances ne peut être donné. Hier, le SNUPP FSU Mayotte, accompagné du SNUPP national, ont été reçus à l'Élysée par le conseiller éducation du président de la République et le conseiller outre-mer à la présidence. Selon le syndicat, cette rencontre a permis d'exposer la situation et de présenter les revendications aux nouveaux conseillers. Le SNUPP FSU a abordé le problème des constructions scolaires et l'urgence à ce que l'État prenne en charge ce dossier, réclamer la transformation de tout le département en REP+, revendiquer la transformation du vice-rectorat en un rectorat de plein exercice comme dans tous les départements français, ou encore la mise en place d'un dispositif de reprise en compte de l'ancienneté générale de service. Le syndicat affirme que les conseillers du président n'ont malheureusement pas laissé entrevoir des pistes qui pourraient être explorées, notamment s'agissant des constructions scolaires. Le SNUPP FSU Mayotte sera au ministère des Outre-mer ce vendredi sur les mêmes sujets et espère qu'entre-temps des décisions seront prises. Depuis lundi a débuté la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Une semaine pour mobiliser l'ensemble des acteurs socio-économiques et institutionnels du territoire en faveur de l'insertion professionnelle des personnes à mobilité réduite. L'occasion de convaincre et d'appuyer les employeurs dans le recrutement et l'intégration des travailleurs handicapés. C'est dans ce cadre qu'un job dating était organisé ce matin. L'opportunité pour les candidats du jour de se mettre en valeur. Adèle Laurent. Trop souvent sous-estimées par les employeurs, les personnes en situation de handicap ont pourtant de nombreuses compétences à proposer, à l'instar de Saïd Youssouf, titulaire d'un DUT en gestion d'entreprise et administration et d'un certificat de maîtrise en informatique. Il nous raconte le déroulement de la plupart de ces entretiens d'embauche. Les gens disent, vous êtes en béquille, vous aurez peut-être des difficultés à prendre les escaliers. Si vous avez un accident, on va payer cher. En fait, tout le temps, on nous dit ça. Lorsqu'on t'appelle dans un entretien, dès qu'en fait, ils ont votre CV, ils voient les capacités que tu as et dès qu'ils me voient que je suis en béquille ou en chaise roulante, on voulait quelqu'un de valide, c'est pas bien en fait. C'est pour pallier à ces difficultés qu'un job dating a été organisé pour la première fois ce matin dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Organisé à l'initiative de la DIECT et de l'AGFIP qui met en place des aides à l'embauche. On peut avoir des aides qui s'adressent à l'entreprise, enfin à l'employeur, dans le cas par exemple d'un contrat en alternance. Donc l'employeur va pouvoir bénéficier d'une aide forfaitaire pour embaucher une personne en contrat de professionnalisation par exemple, ou en contrat d'apprentissage. Mais de l'autre côté, le salarié également va avoir aussi sa petite enveloppe et sa petite subvention pour intégrer un CAP par exemple. Vous avez des aides aussi à l'insertion professionnelle, l'AIP. Dans le champ de la formation, il y a des aides aussi qui sont mobilisables. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à rencontrer des entreprises et des employeurs qui me disent très surpris et très satisfaits d'avoir rencontré des gens porteurs de handicap, mais aussi compétents.
Des aides financières qui restent encore trop souvent la seule motivation des employeurs, comme nous l'explique le responsable du cabinet de conseil en recrutement Maestra Recrutement, qui faisait partie des entreprises présentes ce matin. C'est souvent difficile d'arriver à convaincre un employeur de prendre une personne qui est en difficulté, qui a un handicap. Ce qui est incitatif, c'est le porte-monnaie. C'est comme ça d'ailleurs qu'on va essayer de mettre en avant les talents qu'on a rencontrés ce matin. Essayer de montrer que ça pourrait ne pas leur coûter plus cher, ça pourrait même être un vrai avantage pour eux d'arriver à avoir non seulement des compétences, mais en plus des compétences qui ne coûtent pas cher. Maçon, agent de sécurité ou d'entretien, commercial terrain, assistant manager, secrétaire administratif, auxiliaire de puériculture. Les jobs proposés ce matin étaient divers et variés. Et pour Saïd Youssouf, l'intérêt est évident. Le courant a passé parce qu'eux, ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont là pour des personnes handicapées et quand ils voient une personne comme telle avec des capacités, ils sont contents, quoi. On m'a proposé, même si des stages, des réinsertions, de voir ce que je vaux. Pourquoi pas? Je pense que c'est là que nous tous doivent montrer qu'on est capable de travailler, de faire quoi que ce soit. Malgré tout, le chemin vers l'emploi reste semé d'embûches pour les personnes en situation de handicap. En effet, tous n'ont pas pu se rendre à ce job dating ce matin. Ils n'ont pas le moyen de venir parce qu'ils n'ont pas de transport. Soit leur chemin n'est pas bien adapté, soit ils n'ont pas de fauteuil, voilà. En effet, si cette semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap permet de mettre en avant les capacités, mais aussi les problèmes que ceux-ci peuvent rencontrer, c'est bien toute l'année qu'un travail doit être mené pour arriver un jour à une réelle égalité des chances dans l'accès à l'emploi. Et on croise les doigts justement pour ce moment. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo, Alexandra Marouane. Demain, 6h, retrouvez la matinale de Kwesi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain, si vous le voulez bien.